Bonjour à tous. Je suis heureux de vous voir aussi nombreux pour ce sujet qui concerne la cybersécurité ferroviaire et industrielle. Et avec Sylvain, nous allons vous présenter une nouvelle méthodologie qui est dédiée au railway en particulier et à l'industriel en général. Une nouvelle méthodologie d'analyse de risque. Alors le logo, on voit que c'est un petit mousquetaire. Simplement, c'est parce que l'acronyme, lorsqu'on prend juste les lettres, ça donne Aramis. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à l'acronyme. Le nom de la méthodologie va s'appeler autrement à la fin, parce que Aramis, c'est déjà un nom qui est déjà pris sur le marché. Donc voilà, ça s'appellera autrement, mais bon, voilà, un petit clin d'œil. Alors, qui sommes-nous ? Serge Benoliel, donc je suis responsable au sein d'Alstom de l'entité gouvernance et expertise cybersécurité pour les produits et solutions vendus par Alstom. Donc il y a une équipe au sein d'Alstom qui est en charge de s'assurer que les trains, les systèmes de signalisation, enfin toutes les solutions ferroviaires que vend Alstom soient sécurisées et résilientes aux cyberattaques. Et je fais partie de cette entité-là. Et je m'appelle Sylvain Tanguy, je suis consultant en cybersécurité chez Airbus Protect. Je suis anciennement technical leader pour nos sujets d'expertise risque et aujourd'hui en charge de notre outil d'analyse de risque Product Manager, outil qui s'appelle Fence. Et nous travaillons ensemble depuis à peu près 6 ans, je dirais, peut-être même un peu plus, dans le cadre d'un partenariat Airbus-Alstom, Alstom-Airbus, autour de la cybersécurité. Tout à fait. Airbus Protect, c'est la filiale du groupe Airbus dédiée au conseil, en cybersécurité notamment, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais aussi en sûreté de fonctionnement et en sustainability. Et donc, effectivement, on a un partenariat depuis des années avec Alstom sur les sujets cyber, dont donc, cette méthodologie qu'on va vous présenter aujourd'hui est issue de ce partenariat. C'est l'une des nombreuses choses qu'on a faites ensemble. Alors, pour la méthodologie, pourquoi il y a eu le besoin de créer une nouvelle méthodologie ? Alors, on va partir du besoin Alstom, mais ça peut être étendu aux différents systèmes industriels un peu complexes. On peut voir sur le diagramme là que le nombre de projets ayant des exigences cybersécurité augmente fortement. En 2020, on avait 43 projets, 43 clients qui nous demandaient de livrer des solutions cybersécurisées ou résilientes. Aujourd'hui, on a 161 projets et puis ça continue de monter. Donc bientôt, tous nos projets auront ça. Voilà. On a en parallèle une forte croissance du nombre de personnes qui font de la cyber au sein d'Alstom. Ce qui fait que on voit qu'un peu tous les continents sont touchés par ça. Et donc on a une variété de méthodes d'analyse de risque en fonction du pays, des équipes, où on peut avoir des saveurs différentes. Donc déjà en France, on a commencé par EBIOS 2010, après on fait EBIOS CRM. C'est très franco-français. Quelques pays comme l'Italie nous demandent aussi de l'EBIOS CRM. Donc ça commence on peut avoir des demandes spécifiques EBIOS CRM de la part de nos clients. Néanmoins, dans le cadre du ferroviaire, il y a aussi une forte demande de respecter un standard cybersécurité industrielle qui s'appelle la 62443 et un dérivé spécifique pour le railway européen qui est la ATS 50701. Là-dedans, il y a aussi une approche pour gérer les risques, qui n'est pas la même que celle d'EBIOS CRM ou EBIOS 2010, c'est encore autre chose, avec des forces et des faiblesses différentes. On verra ça après dans la suite de la présentation. Et équipe en croissance, équipe multisite, plusieurs différents continents, etc. On a besoin de capitaliser. On a besoin aussi d'être sûr. Alors par exemple, quand on livre un système clé en main, il peut être composé d'un train qui est fabriqué en France, d'un système de signalisation qui est conçu ailleurs, etc. Et si on n'a pas une manière unique de faire les analyses de risque, eh ben, possiblement, il se peut qu'on ait une certaine méthode pour le matériel roulant, une autre méthode pour le signaling, et nos clients ne le comprennent pas très bien, parce que justement, ça vient d'endroits différents d'Alstom. Par ailleurs, on a des clients qui demandent de l'EBIOS CRM, d'autres qui demandent de 62443. Donc c'est compliqué d'avoir plusieurs méthodologies, de les faire vivre en termes de compétences, en termes de retour sur expérience, etc. Donc l'idée, c'est de dire, bon, ok, c'est très bien, mais finalement, est-ce que c'est possible de marier les deux ? Est-ce que c'est possible d'avoir une méthodologie dédiée pour les systèmes industriels et ferroviaires et qui
soit à la fois pleinement compatible à EBIOS-CRM, comme ça satisfait nos clients français ou européens qui veulent de l'EBIOS-CRM, et pleinement compatible à 62443 ou à la TS 5701, ce qui fait que ça correspond aussi aux standards qui sont en train de s'établir dans le milieu ferroviaire. Donc on a réfléchi là-dessus. Donc l'exigence clé pour cette nouvelle méthodologie, c'est parfaite compatibilité avec ces deux standards, essayer de consolider les points forts de ces deux standards, et puis avoir quelque chose alors, avec un niveau de complexité qui fasse qu'une fois que c'est automatisé, ça soit simple à utiliser. En revanche, on va chercher des automatisations qui vont aller au-delà du fichier Excel. Donc ça veut dire qu'on se permet un peu de complexité qu'on ne pourrait pas avoir dans un fichier Excel. L'idée, c'est que l'approche après puisse être automatisée. Donc de l'utilisateur, une fois que c'est outillé, ce ne sera pas plus compliqué que faire une analyse de risque, soit en EBIOS-CRM, soit en EBIOS 2010 ou en 62443. Donc de nombreuses contraintes dont a parlé Serge, la 5701, la 62443, donc de normes qui disent quoi faire, pas forcément comment le faire. EBIOS-CRM qui est une méthodologie, donc qui décrit très bien comment faire. Et puis un retour d'expérience. On a longtemps utilisé EBIOS 2010 dans le ferroviaire et on se rend compte qu'on a une explosion combinatoire quand les systèmes grossissent. Si le système grossit x2, l'analyse de risque grossit fois beaucoup plus que ça. Et c'est pas gérable, c'est pas possible d'adresser des systèmes complexes de manière efficace avec EBIOS 2010, qui est OK puisqu'elle a été remplacée par sa successeur EBIOS-RM, qui a clairement adressé le sujet avec les scénarios d'attaque, la façon de les représenter sous forme de graphes. Mais même ça suffit pas. On a quand même des très très gros graphes sur des systèmes ferroviaires. Alors c'est pas spécifique aux ferroviaires, on retrouve la problématique dans toutes les industries. Donc il y avait cette question, comment adresser la complexité. Alors par chance, on va en parler tout à l'heure, mais la 62443 apporte des réponses. Et on avait aussi une autre contrainte qui est comment, une fois qu'on a fini notre système, parce que quand on fait l'analyse de risque, on est dans une phase de conception, comment est-ce qu'à la fin on vérifie que ça a bien été implémenté, bon, ça encore on sait faire, mais comment est-ce qu'on étudie le niveau de risque final, celui du système qui est actuellement en réalité livré au client. Et donc, pour faire ça, il a fallu s'appuyer sur des choses qui n'existaient pas. Donc on les a inventées pour cette méthodologie. Donc, méthodologie dont l'essence même est de fusionner, tu l'as dit Serge, EBIOS-RM, la 5701 et la 62443. Alors parlons d'EBIOS-RM, c'est une méthodologie, donc elle est pratique à utiliser, elle est bien définie. On peut l'utiliser du jour au lendemain, entre guillemets, puisque tout est clairement spécifié. Ça décrit exactement comment faire. C'est aussi une méthodologie qui apporte beaucoup sur la représentation des scénarios, puisque les scénarios sont pratiques pour l'analyste de risque pour représenter une attaque, plutôt que juste des tableaux, puisqu'une attaque se déroule souvent en plusieurs étapes, mais aussi pour présenter les risques. Ça, c'est les avantages d'EBIOS-RM. Elle a une limite qui n'en est pas une en théorie, c'est qu'elle s'intéresse qu'au risque. C'est ce qu'on attend d'une méthodologie d'analyse de risque. Mais pour ce qu'on avait besoin de faire, il fallait qu'on aille au-delà. Et puis, l'autre contrainte, j'en ai déjà parlé, c'est que ça reste complexe de faire de l'analyse de risque sur des systèmes complexes. Alors, du côté 62443, alors vous allez observer qu'effectivement, la compétence EBIOS-CRM est venue de ce côté-là, et la compétence 62443 est plutôt venue de ce côté-là. Donc 62443, alors elle apporte des choses intéressantes, elle apporte des concepts de zones et conduits qui permettent de structurer une architecture de manière relativement simple. De manière relativement simple, ouais, merci Quentin. Donc ça permet de donner une analyse de risque et de prendre en compte en fait, voilà, il y a des zones différentes et il peut se passer des choses différentes. Elle apporte aussi un concept intéressant pour guider au niveau de la définition de l'architecture de sécurité, c'est le concept de Security Level Target qui permet de dire, voilà, pour mitiguer ou répondre à un certain nombre de risques, on va se donner un objectif de sécurité. Donc ça, c'est deux points forts, parce qu'après, avec une Security Level Target, donc c'est un vecteur à 7 dimensions, chaque dimension pouvant valoir de 0 à 4, on est capable de générer ou de définir un ensemble cohérent des exigences cyber implémentées au niveau des systèmes ou au niveau des produits, et un ensemble cohérent pour des produits industriels ou pour des systèmes industriels. Donc ça, c'est très intéressant.
Donc ça, c'est les deux gros points forts. Le point fort aussi de la 62443 ou la TS5751, c'est que ça couvre, ça parle d'analyse de risque, mais ça couvre un peu tout le cycle de vie, donc ça parle du design, ça parle, etc. Quelques points faibles aussi. Par exemple, il n'y a pas la notion d'attaque PAF. Donc on a une vision architecturale, mais on ne voit pas, lors de la préconisation sur l'analyse de risque, on ne voit pas de préconisation sur comment modéliser les chemins d'attaque. Au niveau de l'analyse de risque détaillée, en fait, il n'y a pas de méthodologie qui est proposée. On dit, bah voilà, vous commencez par faire une analyse de risque initiale, vous identifiez des menaces, etc. Et à un moment, au niveau de la zone, on dit, bah, faites une analyse de risque détaillée, pas de méthodologie à proposer, et déduisant des insecurity level qui va bien. Donc, un petit trou dans la méthode. Après, on peut faire du 27005 ou de l'EBIOS 2010, etc. Ça peut se complémenter, mais bon. Et donc, en fait, en mélangeant les deux, on arrive à avoir, à utiliser la notion d'attaque PAF à travers des zones, hein, et à construire des scénarios et à éviter l'explosion combinatoire. Donc, en mélangeant les deux, on peut faire quelque chose d'intéressant. En revanche, quand on a essayé de le faire, ça ne s'emboîte pas complètement naturellement. Donc, il y a quand même quelques petites choses qu'il faut penser pour pouvoir arriver à le faire. Hop, pardon. Alors, je présente la démarche et après, Sylvain présentera la méthodologie ou le début de la méthodologie. Donc, comment on a fait pour construire cette méthodologie? On dit, bon, on a fait un état de l'art, on a regardé tout ce qui se faisait chez Alstom, et puis on a regardé aussi, en théorie, qu'est-ce qui existe sur le marché. On a fait de nombreux groupes de travaux, enfin d'échanges, parce qu'il y avait au sein d'Alstom, il y avait plein de gens qui avaient des idées différentes, hein, les différentes saveurs de la 62443, et on a identifié certains critères majeurs ou concepts majeurs. Airbus, prenant en compte ça, l'équipe d'Airbus, a fait un premier design de la méthodologie qui a suivi un cycle de relecture, de revue, et on a fait, on va dire, une preuve de concept manuelle sur un cas réel, un projet réel. À partir de là, on a finalisé la chose et ça a donné la méthodologie que Sylvain va présenter. Tiens, comme ça, tu peux aller à ton rythme. Merci Serge. Alors, cette méthodologie, je vais vous la présenter rapidement. Je vais surtout présenter les points clés, hein, les principales innovations, puisque le temps nous est compté, mais on sera ravis d'en parler plus longuement après. Donc, cette méthodologie, elle est faite de 5 modules. Le module 1 qui consiste à cadrer l'analyse, identifier les biens, les assets, donc que ce soit les assets essentiels, les fonctions du système ou ses composants. Et puis on va avoir l'étude de l'impact et éventuellement une partie conformité, donc qui vient des BioCRM, mais qui est aussi très utile dans le ferroviaire puisqu'on a souvent des référentiels imposés par des clients ou par des autorités. L'atelier, le module 2 s'intéresse au type d'attaquant qui pourrait vouloir nous attaquer. Et pourquoi, quelles sont les chances que ça se produise. Et puis le module 3 s'intéresse à par où il pourrait passer. Donc, on parle d'écosystème ici. Écosystème, c'est le mot qui définit tout ce qu'il y a autour du système qu'on étudie. Alors souvent, on va retrouver des fournisseurs, mais on peut retrouver aussi, par exemple, un réseau du client ou de l'opérateur du train ou du système ferroviaire. On peut retrouver les accès pour la maintenance, etc. Et le module 4 s'intéresse donc à la partie technique. C'est presque le plus facile à expliquer, mais c'est le plus long, bien sûr, dans l'analyse de risque. Le module 5 s'intéresse au traitement des risques. Donc, une fois qu'on a identifié les risques, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les réduit? Alors, ceux d'entre vous qui connaissaient BioCRM avaient sans doute reconnu la structure en 5 ateliers qu'on a appelé modules ici. Effectivement, c'est l'inspiration. Hein, on est parti d'une base BioCRM qui ressemble plus que à BioCRM à la fin, bien sûr. Hein. Et on a ajouté des choses, des bonnes idées qui viennent de la 62443. Donc on a ajouté la spécification précise du contexte, on a ajouté la fusion entre la vue de l'attaquant, donc l'objectif que lui veut atteindre, avec la vue du défenseur, donc l'événement dont on cherche à se protéger, donc ce qu'on appelle l'événement redouté.
Au module 4, c'est là où il y a le plus de changements, puisque EBIOS-CRM propose des scénarios opérationnels. Mais la 62443 va beaucoup plus loin. Elle propose de découper le système complet, en plusieurs zones. Donc plusieurs zones qui permettent de travailler zone par zone. Et on décompose ainsi un système et un problème complexe en une somme de problèmes beaucoup plus petits. Et en pratique, on se rend compte qu'on gagne énormément de temps lors de l'analyse à travailler sur une somme de systèmes plus petits plutôt que sur l'ensemble. Il a fallu travailler pour arriver à avoir quand même une vue d'ensemble, c'est clé, donc on a une étape de consolidation. C'est clé pour le présenter, c'est clé aussi pour s'assurer que tout est pertinent. Et puis quand on va placer les mesures de sécurité, on a besoin d'avoir cette vue d'ensemble. Donc l'articulation entre la vue détaillée et la vue d'ensemble, la 62443 le spécifie pas, mais on y revient tout à l'heure. Et le dernier module, le module 5, la grosse différence, c'est qu'au lieu de placer les mesures une par une, comme on va retrouver avec EBIOS-CRM, on va les placer par groupe, qu'on appelle des security level ou niveau de sécurité en français. C'est pareil, c'est défini très très bien par la 62443, c'est l'un de ses gros avantages d'ailleurs. Le dernier point du module 5, c'est la capacité à évaluer le risque tel qu'il est à la fin. Tout ça est bien sûr 100% conforme à la 62443 et la 50701, puisque, rappelons-le, c'était l'un des objectifs majeurs. Donc sur ce point, on est bon aussi. Du coup, Serge, c'est le moment où je crois que je te rends la main. Ok, merci. Alors, hop, voilà. Donc, de EBIOS-CRM, on a la notion de chemin d'attaque. Et donc, les chemins d'attaque peuvent être soit directs par rapport au système en considération ou via la software supply chain, la maintenance opérateur, etc. Ça, c'est des concepts qui viennent d'EBIOS-CRM directs. Voilà. En revanche, là, on va rentrer dans l'ajout de la 62443. Notre système qui est... donc là, c'est vraiment un système très jouet et très schématique. Hein, c'est juste pour illustrer le concept. On va le définir en zone. Et donc, l'attaquant pourrait rentrer par une zone qui est, par exemple, une gateway qui permet d'accéder au réseau. Cette gateway permet d'arriver à 2 endroits, ou directement par tout ce qui permet de faire l'entertainment des passagers. Et donc, à partir de là, on pourrait passer d'une zone à l'autre jusqu'à arriver jusqu'à une conséquence. Une des zones étant une zone safety critical, et où on va éviter des conséquences désagréables. Voilà. Donc, ici, l'innovation, c'est d'être capable de définir ces zones et de définir en fait des chemins d'attaque qui vont passer de zone à zone et qui vont après finalement permettre de définir aussi des mesures de défense en prenant en compte ces chemins d'attaque. Donc c'est un moyen de prendre en compte l'architecture du système sans que ça devienne surcompliqué de la prendre en compte. Et après au sein d'une zone, on peut zoomer et on va voir sur une zone, bon, par exemple notre network gateway, on peut avoir, voilà, j'ai plusieurs moyens de rentrer dans cette zone et différents types de chemins d'attaque qui permettront d'arriver à un certain endroit dans le système. Et à partir de là, je peux faire une analyse de risque détaillée là-dessus pour voir comment ça se passe. Et donc là, je réutilise les techniques d'évaluation de l'IQ ou d'impact classiques. Et donc j'ai identifié un ensemble de chemins d'attaque par des zones. Une autre innovation de cette méthodologie, c'est la façon de calculer le security level, le niveau de sécurité qu'on va appliquer à un composant ou à une zone, et donc qui va définir le groupe d'exigences de sécurité qui s'applique à cette zone ou ce composant. La 62443 dit qu'il faut mettre un niveau de sécurité, elle dit les mesures associées, hein, les exigences associées, mais elle ne dit pas comment affecter ce niveau de sécurité. On a pris le parti d'essayer de l'automatiser autant que possible, donc de faire une formule qui se base sur le risque tel qu'il est sans mesure et qui en calcule le niveau de risque, le niveau de sécurité, pardon, qui permettrait d'atteindre un risque tolérable. Donc risque tolérable qui est l'une des composantes de l'équation, hein, il est défini système par système. Bon, on retrouve souvent les mêmes valeurs bien sûr. Et puis, on a un autre paramètre qui est la force de l'attaquant, puisqu'on ne va pas avoir un même niveau de sécurité si on cherche à se protéger d'un script kiddie. Je prends un exemple extrême, souvent on vise quand même des attaquants plus élevés, ou si on cherche à se protéger d'un attaquant étatique. Bien sûr, on n'aura pas les mêmes mesures et pas le même niveau de sécurité.
On est parti sur une formule automatisable dans le but de laisser l'analyste de risque se concentrer sur ce qui a de la valeur ajoutée, c'est-à-dire l'identification des cas particuliers, l'identification des limites du modèle aussi, puisqu'en risque, un sujet clé, et a fortiori sur les systèmes embarqués, c'est qu'on définit des modèles dont on essaie qu'ils ressemblent le plus possible à la réalité, mais on doit faire des exceptions, puisque sinon les modèles deviennent beaucoup trop complexes, bien sûr. Donc ça laisse l'analyste de risque se concentrer sur cette valeur ajoutée-là, et ça lui évite le travail pénible de faire plein de calculs à la main. Un tout petit complément. Un des avantages de cette méthodologie, c'est de répondre aussi à une faiblesse de la 62443 qui n'explique pas comment passer d'un niveau cible de sécurité d'une zone au niveau cible de sécurité des composants qui constituent cette zone. Et en fait, grâce à la notion de chemin d'attaque, on arrive à le faire d'une manière, on va dire, qui ne dépend pas trop de l'analyste, puisqu'on a une méthode pour dire, ben voilà, tel composant, finalement, il a besoin d'être à ce niveau cible, et on va pouvoir différencier les composants qui sont bordés de la zone des composants qui sont à l'intérieur de la zone, grâce à la notion de chemin d'attaque qu'on ne pouvait pas faire auparavant dans la seule 62443. On va retrouver aussi dans cette méthodologie la possibilité de définir des mesures compensatoires standards. Alors qu'est-ce qu'une mesure compensatoire? La 62443 dit quand on ne peut pas mettre le security level comme on est censé le mettre, et surtout qu'on ne peut pas mettre les exigences associées, par exemple parce qu'on a un vieux système ou parce qu'on a un système critique en termes de sûreté de fonctionnement, et donc il y a plein d'autres contraintes de conception et d'implémentation qui existent, on peut faire autrement. Mais la 62443 ne dit pas comment. Le but ici est de définir des mesures compensatoires standards qui permettront de garder l'utilisation d'un niveau de sécurité, niveau de sécurité qui sera utile ensuite pour calculer simplement le risque résiduel d'une part et le risque final. Donc qu'est-ce qu'on a comme mesure compensatoire? Alors je vais présenter très rapidement puisque à nouveau le temps nous est compté. On va avoir la possibilité de se concentrer sur des zones en amont, donc de sécuriser, c'est de la sécurité périmétrique, mais du coup renforcée avec plusieurs étapes. C'est la possibilité de s'intéresser aux mesures de sécurité elles-mêmes, s'assurer qu'elles couvrent tous les scénarios d'une part, et les renforcer. Où on peut aussi ajouter des mesures de sécurité qu'on appelle couramment des barrières de sécurité. La notion de barrière signifie qu'on couvre tous les types d'attaques possibles à travers ce scénario. Oui, alors ça aussi c'est un exemple qui dit que finalement la somme des deux est plus que... le tout est plus grand que la somme des deux pris séparément, parce que le concept de mesure compensatoire n'existe pas dans IBOCRM. C'est un concept intéressant de la 62443, sauf que ce concept, il n'est pas défini. Donc on dit c'est jugé à avis d'expert. Et là, grâce aux apports de IBOCRM, on est capable de formaliser qu'est-ce que c'est, au moins dans ces 4 cas. Donc ça va permettre de donner un peu d'objectivité à ces mesures compensatoires. Alors l'intérêt de ces mesures compensatoires, je l'ai mentionné, c'est de pouvoir toujours avoir un niveau de sécurité. Dans quel but? Eh bien, on a la possibilité là aussi d'automatiser le calcul du risque résiduel. Alors pas automatisé à 100%, il faut une intervention humaine. C'est comme la voiture autonome qui est censée être autonome, mais il faut que le chauffeur regarde. C'est la même chose, mais il faut vraiment que l'analyste regarde. C'est très important puisqu'en analyse de risque, on trouve systématiquement des cas particuliers. Mais ça lui permet d'aller beaucoup plus vite et de se concentrer sur ce qui est important. C'est le même principe que tout à l'heure. Ça nous permet de calculer un risque résiduel, donc tel qu'il sera après implémentation des exigences. Mais on peut aussi, à la fin, évaluer le niveau réellement atteint, le niveau de sécurité réellement atteint par le système ou par chacun de ses composants. Et à partir de là, utiliser la même formule pour calculer le risque final, sans avoir à refaire une analyse de risque complète. Et ça, c'est un gain de temps exceptionnel. Alors cette méthodologie, elle a été testée, Serge l'a mentionné sur un cas pilote. Elle est en train d'être implémentée dans notre logiciel d'analyse de risque qui s'appelle Fence. On l'implémente pour pouvoir la déployer à grande échelle, la tester à grande échelle. Bien sûr, on aura sans doute des améliorations à faire lors de cet essai grandeur nature. Le but étant après de finaliser cette méthode et de la faire évoluer. Oui. Et pour garder une coloration ferroviaire, j'ai oublié de le mentionner lorsque je me suis présenté, je suis responsable d'un groupe de travail IEC de standardisation qui vise à définir
un futur standard international pour la cybersécurité ferroviaire. Donc évidemment, je suis très intéressé de faire le lien entre les deux. Et donc voilà, donc pour ça qu'il y a le logo de l'IEC ici. Donc ce futur standard, il devrait aboutir en juillet 2025. Et l'idée, c'est que la méthodologie va coller aux réflexions de ce standard-là pour garantir une compliance. Et peut-être que l'équipe de l'IEC va aussi trouver intéressant cette méthodologie, donc à voir, ça leur appartient. Mais en tout cas, on fera en sorte que cette méthodologie reste compatible pleinement avec ce que pourra décider le groupe de travail 63-452. Voilà. Et hop, je passe à la suite. Et donc, la suite, effectivement, ça a été validé sur un proof of concept. Maintenant, on va faire un pilote. Donc, le pilote, on va le démarrer dans les mois qui viennent. Il faut attendre juste que l'outil Fence l'implémentation soit finie dans l'outil Fence. Dès que c'est fini, on va l'utiliser sur un pilote. On espère bien que le pilote va être positif et à partir de là, on va le déployer grandement. Tac. Et grosso modo, on a les grandes étapes, mais que j'ai résumé très vite. Bien joué. Un remerciement particulier aux gens qui ont contribué à cette méthodologie. Donc, au sein d'Alstom, certains d'entre vous vont reconnaître certains noms. Et puis au sein d'Airbus Protect également. Tout à fait. On notera les 3 petits points qui ne se voient pas bien depuis le fond de la salle, mais il y a en réalité beaucoup plus de personnes qui ont contribué. On a listé ici les principaux contributeurs. Ça a été un gros projet sur de nombreux mois, oui, avec beaucoup de monde impliqué. Voilà. Donc voilà, c'est le moment des questions et peut-être des réponses. La parole est à vous. Dans la méthodologie, on voit que la définition des zones est assez importante et je me demandais s'il y avait des critères. Est-ce que c'est basé sur une architecture technique, un choix d'impact ou regrouper ensemble? Alors oui, il y a des critères et en fait ces critères existent et viennent de la 62-443. Donc il y a des critères de ségrégation de ce qui est safety, non safety, de ce qui est média mobile ou des choses qui se connectent de manière non permanente, etc. Donc oui, il y a des critères. Ségrégation entre l'outil et l'IT, etc. Donc oui. Il y a une liste assez longue effectivement dans la 62-443. Mais est-ce que le modèle Purdue, il simplifie pas les choses en fait? Alors, en fait, on peut utiliser les deux. Enfin, on peut utiliser les deux. Le modèle Purdue, déjà, il permet de faire une séparation entre l'IT et l'OT. Et après, au sein de l'OT, il y a un nombre de critères. Et puis après, quand on va arriver dans le monde ferroviaire, on a défini dans les groupes de travaux dont je viens juste de parler, on a défini des modèles qui permettent aussi de se faire ce zoning. Ouais. D'accord, ok. Alors une petite question aussi, c'est quand tout à l'heure vous avez parlé de zones, je reviens là-dessus, et qu'à l'intérieur d'une zone, donc vous pouvez avoir des composants qui sont border et d'autres non. Donc est-ce à dire qu'en fait il peut y avoir des SLC différents, si je dis SLC composants produits, oui, de l'un à l'autre, quoi? Ça peut être le cas? Oui, c'est bien ça l'objectif. Parce que en fait on va avoir 2 versions. On peut avoir une version simple où on dit, voilà, je mets un SLT sur la zone et tous les composants s'alignent. Mais en fait, ça peut devenir assez coûteux pour pour pas forcément efficace. Donc, et après, l'idée, c'est de dire, on a une version. Donc ça, c'est la version simple. On veut pas trop se creuser. Voilà. Et en revanche, si on veut dire, ok, on veut affiner l'analyse parce qu'on veut avoir le maximum d'efficacité pour un coût objectif optimal, dans ce cas-là, on a une version plus détaillée. Et grâce aux méthodes de chemin d'attaque, on arrive à trouver c'est quoi le SLC pertinent pour un produit pour satisfaire globalement le SLT de la zone, ce qui n'est quelque chose qui n'existait pas dans la 62-443. Okay, merci. Et justement, c'est la poursuite de la question précédente. Du coup, on reste bien sur un target qui est global à la zone sur les 7 vecteurs. Et c'est le capability de chaque composant qui vient répondre au SLT, ou c'est un SLT qui est ensuite réattribué à chaque composant au travers du chemin d'attaque? Plutôt la première option. Ouais. Enfin, c'est un mix. C'est-à-dire qu'on va regarder les chemins d'attaque pour trouver quelle est la capacité au niveau du composant.
Et après, la zone, ça va être le max des composants et ça va influer sur les éléments barrières de la zone. Voilà. Et donc on arrive à dire, bah voilà, sur l'analyse de risque, bah finalement tous les risques qu'on a identifiés, avec les niveaux LCLC qu'on a vus, eh ben on voit qu'il n'y a aucun risque majeur, enfin tous les risques qui sont critiques, etc., sont mitigés. Et tout l'outillage autour de Fence prévoit d'intégrer cette déclinaison composant et cette vision globale une fois qu'on a les SLC et du coup les SLA de chaque composant pour voir qu'on est bon sur le SLT de la zone. Bien sûr. La méthodologie, on l'a inventée en sachant qu'elle serait outillée parce que, étant donné la complexité de la 62443, c'est très difficile de la faire autrement. Alors, on a fait des cas avec Excel, hein, mais ça reste complexe, très complexe, et on va pas du tout aussi loin. Donc, on l'a prévu dans ce but, et justement, tout ce qui est automatisable, on va l'automatiser. Et une dernière question, je rends le micro. Si on outille tout ça, est-ce que c'est bien des outillages qui sont prévus sur un cycle de vie global et pas uniquement de la conception jusqu'à la livraison? Et donc derrière, parce que les menaces évoluent, les systèmes deviennent vulnérables, les systèmes évoluent aussi, on change les systèmes, et donc la question du maintien à jour de tout ça, quoi. Alors l'intérêt d'un outil, c'est qu'on peut, enfin en fonction de sa conception, mais c'est facile de mettre à jour une analyse de risque qui a été faite précédemment. Donc si on a l'outil, bien sûr. On peut le faire avec Excel, mais c'est plus long de mettre à jour. Bon, tous ceux qui ont fait de l'analyse de risque ici, sans doute. L'idée d'un outil, c'est qu'on peut prendre une analyse de risque qui a été faite et le fait de la mettre à jour prendra beaucoup moins de temps que la version initiale de l'analyse de risque ou que si on n'a pas d'outil. Donc par rapport à ce sujet-là, oui. Ça soulève aussi la question de comment on prend en compte les risques à l'avance sur les différents cycles de vie, les différentes phases du cycle de vie du produit. Un train, par exemple, puisqu'on parle de ferroviaire aujourd'hui, on va le trouver donc lors de sa production, lors de son opération, lors de sa maintenance. Et ces différentes phases, on n'a pas les mêmes risques, on n'a pas les mêmes problématiques. Et ça aussi, on peut l'adresser plus facilement avec un outil. Et c'est bien le but, hein. Le but, c'est que on a parlé de SLA à la fin. Le but, c'est qu'on soit capable de mettre à jour l'analyse de risque après coup, tout au long de la durée de vie on aurait dû le mettre j'aurais dû le mettre dans les requis de la méthode, mais effectivement, ça fait partie des requis de la méthode, c'est qu'on puisse mettre à jour l'analyse de risque pendant la durée de vie du projet, donc par exemple, pendant les 30 ans du matériel ferroviaire. Ouais. Bonjour, Nicolas Vredelance, Société Aegis. Je me demandais si vous souhaitiez établir cette méthodologie en mode propriétaire ou en mode ouvert. Alors, c'est une très bonne question. On est en train d'en discuter. Pour l'instant, elle est privée, on va dire. Mais il y a vraiment des discussions. On en a discuté pour l'instant à notre niveau. Mais en tout cas, c'est pas exclu qu'on l'ouvre. Et en fait, il y aurait deux choses. Il y aurait probablement... Alors, avec plein de guillemets, il n'y a pas de conditions... mais ce que j'imagine, c'est avoir un forum dédié à la maintenance de cette méthodologie qui pourrait être après ouverte. Puis après, effectivement, il y a l'aspect outillage. Voilà. Donc, bon, il y a tous nos légaux, département légal, etc. Il faut voir si ça colle avec à la fois les objectifs d'Airbus et les objectifs d'Alstom. Mais ça me semble une bonne idée, voilà, à titre personnel. Et il y a des gens du cybercampus, c'est peut-être quelque chose à faire aussi au sein du cybercampus. Enfin bon, voilà. Bonjour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est je voudrais savoir, une fois que vous avez implémenté ça chez Alstom, quel a été l'impact de cette solution mise en place par rapport aux méthodologies existantes. À qui vous présentez ça? Qui arbitre? Quelle est la conclusion de la mise en place de cette nouvelle solution Fence et méthodologie? Alors ça, aujourd'hui, c'est un peu tôt pour y répondre parce qu'on va faire le pilote, etc. En revanche, c'est quelque chose que je pense qu'on sera content de présenter l'année prochaine, très clairement, en espérant que la réponse soit positive, hein, que ça ait du succès. L'idée, c'est qu'elle puisse servir aux besoins d'Alstom. Je pense que si elle sert aux besoins des opérateurs ferroviaires,
ben, nous, on sera très fiers. Et puis, même, on voit que c'est basé sur la 62443. Donc, il y a des choses qui sont dédiées ferroviaires, liées à la TS 5701 ou au standard. Mais globalement, elles pourraient servir, je pense, aussi au milieu industriel, au secteur industriel de manière globale, quoi. Bonjour, merci pour la présentation. Alors, moi, je suis informaticien, je ne suis pas du tout dans l'industrie, mais je pense qu'on peut toujours apprendre des industriels. Pour moi, la question, est-ce qu'on peut utiliser ces méthodes-là pour l'évaluation des risques, surtout quand vous parlez de définir le chemin d'attaque et les zones? Pour moi, c'est très important, parce que dans l'informatique, on a plusieurs parties avant d'arriver à la zone ciblée. Et est-ce qu'on peut adopter une telle méthode dans le secteur IT, par exemple éditeur de logiciels, qui est le cas aujourd'hui? Merci. Alors c'est une très bonne question. La réponse courte est oui, mais c'est-à-dire que c'est une méthodologie qui est conçue pour des systèmes embarqués, systèmes industriels. Donc elle va ajouter une complexité qui n'est pas forcément nécessaire et pas souhaitable en IT. Mais il y a des concepts qui sont effectivement très intéressants, vous l'avez dit, à propos des différentes étapes d'une attaque, et notamment le découpage en zones, hein, c'est ce qu'on retrouve sur un système d'information IT aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les concepts qui s'appliquent à l'IT et les réintégrer à EBIOS-RM, donc 162, 443, 157.1, mais juste EBIOS-RM. Donc on pourra dans EBIOS-RM ajouter des éléments en plus qui ne contredisent pas la méthode EBIOS-RM, bien sûr, mais qui seraient des bonnes idées de cette méthodologie. Donc c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler donc, chez nous, chez Airbus Protect, et on envisage fortement de l'ajouter à notre logiciel Fence. Donc l'exemple le plus flagrant, ce serait sur une analyse de risque IT. Quand on arrive au scénario opérationnel, donc les scénarios techniques, bon, là aussi on a des scénarios qui sont parfois complexes. L'idée ce serait aussi de pouvoir découper en zones à cet endroit-là, de mettre des boîtes à tiroir en fait, qui matérialisent un certain nombre d'éléments d'attaque, de sous-scénarios, et de pouvoir ensuite donc travailler avec ce niveau d'abstraction, et ensuite pouvoir ouvrir les boîtes et détailler à l'intérieur quels sont les différents chemins d'attaque ou sous-chemins d'attaque pour l'attaquant pour arriver à remplir cette étape. Dans ce cas-là, je suis intéressé par la méthode, comme le collègue l'a précisé tout à l'heure, de la rendre publique. Surtout que nous, aujourd'hui, on est éditeur de logiciels français, on est hébergé, c'est un hébergeur français. Et la stratégie aujourd'hui qui a été exprimée par les dirigeants, c'était d'essayer d'avoir tous les produits, tous les fournisseurs, toutes les inspirations, on va dire, toutes les idées françaises qu'on peut avoir dans l'entreprise, vu le contexte géopolitique, on va dire. Voilà. Merci. Je crois qu'on a encore un peu de temps. On a dépassé, en théorie, on a dépassé, mais personne ne nous a interrompu. Je devine qu'on a encore le temps pour quelques questions, je ne sais pas. Ouais. Non, je crois qu'on a bien dépassé le temps. On a bien dépassé le temps. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci.